Donc je vous propose qu'on reprenne cette deuxième séquence de l'Agora du soin digital. Et là, j'ai vraiment le plaisir d'avoir un groupe d'intervenants très féminin. Voilà. Et je suis assez content parce qu'en général, pour rassembler un tour de table féminin, c'est pas toujours très simple dans la santé. C'est vrai que ça reste un secteur quand même relativement machiste de ce point de vue-là, où il y a encore de la place à laisser aux femmes. Donc je suis vraiment ravi d'avoir une table ronde à 90% féminine. Donc je m'excuse de ne pas pouvoir atteindre les 5% et c'est de ma faute. Voilà. Donc je parle le temps que tout le monde s'installe. Alors, cette séquence, comme toutes les autres, va être retransmise aussi en différé. Donc on est en train de réaliser des captures vidéo. Donc ça sera retransmis sur les chaînes de la PHP et également par l'accès à toute la communauté digitale d'entreprises, grandes, petites, moyennes, qui font partie de cette association du digital, donc qui, je le rappelle, est la principale association transversale de digital en France. Donc voilà. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Aurélie Carlier, endocrinologue à l'hôpital Bichat. Donc Aurélie. Bonjour Aurélie. Perrine Courtois, designer en e-santé, start-up avec la start-up Appligood. Voilà. Bonjour. Virginie Dubois, responsable des programmes de nutrition d'Oviva. Delphine Groll, cofondatrice et CEO de la start-up Nabla. Bonjour, bonjour. Ainsi que Lise Rochet, professeure des universités en sciences économiques et titulaire de la chaire Ospinomics à la Paris Schools of Economics. Alors, du coup, Lise, c'est notre voisine de palier, puisque je crois qu'elle est quelques étages un peu plus loin. Donc, elle est venue nous rendre visite et c'est très sympa de sa part. Alors, du coup, alors vous allez voir, on a une économiste et vous allez dire, mais que vient faire une économiste sur le sujet d'engagement patient? C'était la question que je me suis posée et fort heureusement, vous allez comprendre la bonne raison. Donc voilà, donc je vous propose qu'on démarre cette table ronde. Alors, du coup, expliquez-nous un petit peu vos activités. Qu'est-ce que vous faites pour démarrer? Alors, on va démarrer par le système de connectivité de suivi d'insuline qui a été mis en place par le docteur Aurélie Carlier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système de suivi? Alors, je ne sais pas si les micros... Voilà. On est sur une population qui est un peu plus appétente à l'engagement patient, mais pour autant, c'est quand même pas si simple. Oui, ce dont on parle là, qui est mis en place dans tous les services de diabétologie, comporte à la fois une pompe à insuline, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est porté par le patient, qui diffuse de l'insuline en continu. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis de nombreuses années. Le patient porte aussi un capteur qui va mesurer son taux de sucre en permanence. C'est aussi un système qu'on connaît depuis de nombreuses années. Ce qui est nouveau, c'est de connecter ces deux appareils et de les connecter avec des niveaux de performance qui évoluent avec le temps. Et là, ce qu'on a depuis quelques mois de manière remboursée, de manière officielle, et depuis un peu moins de 2 ans de manière plus de niche, c'est un système de connexion qu'on peut appeler le pancréas artificiel hybride ou qu'on appelle plus généralement la boucle fermée et qui va permettre aux patients de se libérer d'une partie de la charge mentale qui lui incombe dans la gestion de son diabète. Donc le patient qui vit avec un diabète de type 1 et qui doit réfléchir à sa gestion de l'insuline, c'est une réflexion qu'il a au quotidien et en permanence, c'est une réflexion qui ne s'arrête jamais. Et l'idée de ce système-là, c'est d'essayer d'avoir des temps où cette réflexion, on ne peut pas complètement dire qu'elle s'arrête, mais où elle va être amenuisée parce que le système, justement, comporte un algorithme embarqué dans cette pompe et donc comporte de l'intelligence artificielle qui va réfléchir à sa place. Donc c'est un changement de comportement et un changement de paradigme face aux soins parce que là où le patient devait ne jamais lâcher prise, on va dire, habituellement, et bien là, il va y avoir des moments où il va pouvoir lâcher prise et il va falloir apprendre justement à lâcher prise et à laisser faire le système. Voilà, ça c'est un changement de comportement et effectivement la question de la télésurveillance qu'on associe
à ce système-là va nous aider à accompagner les patients dans ce changement de comportement et dans la bonne gestion de ce système-là. Et vous avez d'ores et déjà toute une cohorte de patients qui est suivie. Oui, là sur Bichat, on a un peu plus de 50 patients effectivement qui portent ce système. Et depuis combien de temps ? Bichat, nous avons commencé en janvier 2021. Donc là, vous commencez à avoir des premiers retours d'expérience sur le sujet. Tout à fait. Et vu le sourire que vous avez, manifestement, ils sont peut-être positifs. Oui. La plupart des patients sont extrêmement contents parce que le bénéfice qu'ils en attendent, c'est cette libération de la charge mentale, en particulier sur la nuit et sur des périodes entre les repas avec un système qui va gérer de lui-même. Donc le patient qui est en réunion et qui ne va pas être en train de se demander s'il faut rajouter de l'insuline parce que la glycémie est élevée, le patient qui dort et qui va avoir moins d'hypoglycémie, plus d'hypoglycémie le plus souvent la nuit par exemple. Donc les patients le plus souvent sont extrêmement contents. Évidemment il y a des limites à ce système-là, c'est qu'il faut accepter de le porter. Donc voilà, il faut le porter au quotidien, il faut savoir le gérer, il faut savoir répondre quand même à certaines alertes. Donc pour certains ça a pu être générateur d'inquiétude par exemple, mais la grande majorité sont tout à fait contents de porter le système. En tout cas, merci. Alors du coup, vous Virginie, alors on reste un petit peu sur cette thématique, peut-être que grâce à vous, on peut éviter d'avoir un diabète. Du coup, vous avez lancé une app sur le suivi diététique. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis diététicienne nutritionniste de formation. Je fais partie donc de la société Oviva qui accompagne les patients dans le changement de comportement en lien notamment avec l'alimentation et l'hygiène de vie. Et donc on propose, en plus de l'acte diététique, en plus de la consultation qui va se faire au cabinet ou en téléconsultation, une application de suivi du patient pour pouvoir proposer ce qu'on appelle un soin mixte, c'est-à-dire un outil et un accompagnement numérique en plus des consultations traditionnelles, je dirais, qu'on a l'habitude de faire. Oui, alors c'est pas qu'une app. C'est pas qu'une app. C'est pas qu'une app. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une relation à trois avec les professionnels de santé, avec le patient et puis avec cet outil digital. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été pensé. Tout à fait. Donc cette application, en fait, le patient reste constamment en lien avec son diététicien nutritionniste par différents moyens. Alors il y a évidemment un chat sécurisé qui permet de poser des questions entre les rendez-vous. Et on sait que dans le cadre de notre métier, alors on accompagne beaucoup de personnes en surcharge pondérale, beaucoup. On fait de la prévention du diabète, la prévention des maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que les patients, entre les rendez-vous, en fait, il y a des hauts et il y a des bas. Et dans les bas, notamment, c'est bien d'être présent et de répondre parfois à des interrogations qui peuvent être très simples, mais qui bloquent le patient, qui peuvent le décourager, le démotiver, et parfois un petit message. On a constaté par le biais des études qu'on mène que l'envoi de messages aux patients est positivement corrélé aux résultats positifs obtenus, notamment dans le cadre de la perte de poids. Du coup, c'est un moyen de garder le contact. Exactement, entre autres. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des aspects intéressants de l'application. Alors Delphine, vous avez lancé une app pour la santé des femmes. Oui, c'est ça. Donc pour donner un peu de contexte, Nabla, c'est une entreprise qui développe des solutions technologiques pour interagir avec les patients, notamment sur le digital, donc par chat ou téléconsultation, et dont ces briques technologies ont vocation à augmenter l'engagement du patient par du machine learning. Donc on est une boîte d'ingénieurs, on est 40 aujourd'hui. Vous n'êtes pas une boîte de médecins. Voilà, non, on est d'abord une boîte d'ingénieurs, mais qui travaillons, et d'ailleurs il y a le docteur Brie dans la salle, qui travaillons avec beaucoup de médecins pour que la technologie qu'on développe soit pas développée dans le vide, mais vraiment soit adaptée à la pratique médicale, et donc le produit est vraiment co-construit avec des médecins. Et donc pour construire ces solutions technologiques qu'on met à disposition d'organisations de santé de tout type, on a du coup développé une application dédiée à la santé des femmes qui rassemblait à peu près 30 000 patientes au total pour, encore une fois, ne pas développer une technologie qui n'est pas adaptée
a un vrai besoin ou qui ne retrouve pas un marché. Donc, en captant finalement, je vais dire les insights, mais c'est pas français, en captant un peu les attentes des patients et des médecins. Donc, je vais donner des exemples très précis, hein, mais on a essayé de comprendre comment la relation patient-médecin aujourd'hui évoluait et comment le digital, notamment, pouvait permettre d'aider à la fois les médecins et les patients. Donc, aujourd'hui, pour reparler du cœur du sujet aujourd'hui, qui est l'engagement patient, je trouve qu'il y a un immense paradoxe qui est que les patients, quand ils vont voir des médecins, ils vont souvent voir les médecins en disant je sais un peu ce que j'ai et presque parfois ils disent je sais le traitement que je veux. Et ça, c'est complètement fou. Et le paradoxe de ça, c'est que quand ils ont un médecin en face qui prend le temps de les écouter, qui est dans l'empathie, qui prend le temps de répéter les choses, etc., ils comprennent des choses dans leur tête et ils s'engagent énormément. Mais pour faire ça, aujourd'hui, c'est très compliqué d'être un médecin, et il y en a dans la salle, parce qu'en fait, les médecins n'ont plus de temps. Donc, la difficulté, je trouve, aujourd'hui, qui se pose dans le monde de la santé, pour ne pas parler que de Nabla, c'est on a des médecins qui manquent de temps et on a des patients qui sont finalement dans une attente d'écoute et d'empathie de la part de ces médecins immense pour s'engager dans leur parcours de soins, etc. Et donc, quelle est la solution à ça ? Je pense que la solution vient, et après on pourra aussi peut-être prendre les questions, mais vient de la technologie qui a vocation à permettre aux médecins de se décharger de toutes les tâches administratives, je crois qu'on en a parlé un petit peu avant, qu'ils ont aujourd'hui. Ils passent 30% de leur journée à faire des tâches admin. Et donc la tech qu'on développe, par exemple, pour donner des choses très concrètes, elle permet d'automatiser des comptes rendus issus de téléconsultations. Donc automatiquement d'avoir un compte rendu de la téléconsultation. Donc vous allez être en téléconsultation avec un patient, je vais dire voilà, j'ai mal au ventre, je prends ce traitement, etc. Et là, c'est un modèle qu'on appelle en machine learning du speech to text. Je capte les informations à l'oral qui sont issues de cette téléconsultation et je les transcris dans le logiciel du médecin, donc dans le dossier patient, et j'en fais même un compte rendu automatique. Et donc en faisant ça, on rend le temps aux médecins nécessaires pour être dans une attention ultime avec le patient. Donc, j'ai donné un exemple de modèle qu'on développe, mais on développe aussi des modèles qui permettent de faire du triage automatique, enfin, des choses comme ça. Et donc, pour recontextualiser le sujet de comment j'engage plus le patient, eh ben, je pense qu'il faut créer les moyens de permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur leur cœur de métier, qui est le soin, l'écoute, l'échange avec le patient, grâce à des outils aujourd'hui qui peuvent être très puissants. Ça prend du temps à développer, hein. Mais voilà, donc j'ai fait une grande intro, mais mais qui pose le sujet de l'engagement patient et puis le sujet aussi du médecin ou du professionnel de santé qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire. Du coup, là, ça commence à planter un petit peu le décor. Finalement, on n'est pas en train de parler que de réaliser des économies depuis tout à l'heure. Mais ça doit vous faire plaisir, Lise, qu'on ne parle pas que d'économie pour une économiste. Oui, merci de cette belle transition. Et je m'apprêtais à répondre à la question, mais pourquoi une économiste ? Et tout simplement parce qu'en fait, les économistes travaillent sur les préférences. Et quand j'ai vu le mot préférence, je me suis dit, ce serait bien de rappeler justement que l'économie, c'est un travail à la fois sur l'efficacité, mais aussi sur l'équité. Et donc les préférences de toutes les patientes et les patients et de la population en général, y compris défavorisés. Dans l'équipe Hospinomix que je représente ici, on travaille sur la prévention, l'accès des femmes défavorisées, en prenant en compte leurs préférences, par exemple, dans le design du dépistage. Repenser le dépistage de façon à ce qu'il puisse permettre à ces femmes-là d'aller vers le dépistage. Donc oui, c'est un bonheur d'être là, parce que je suis une femme, et donc une très belle table ronde, et parce que je suis économiste et que les économistes travaillent sur les préférences, que ce soit celles de la séance précédente, les préférences des producteurs, mais aussi les préférences des femmes et des hommes qui sont des patients ou la population. Avec des champs d'action très concrets, par exemple sur le cancer. Je sais que c'est une des causes qui vous intéresse beaucoup sur vos travaux.
Alors, donc, sans être trop longue, mais je pense en particulier donc, à ce projet sur lequel on travaille, qui est un projet européen, et pour lequel on réfléchit à la façon dont on pourrait modifier l'accès finalement au dépistage des femmes défavorisées, y compris en utilisant des outils comme le téléphone, parce que cette notion de fracture numérique dont on a parlé hier, elle est peut-être pas aussi importante que ce qu'on imaginait, on en reparlera. Et donc, je pense que l'idée, c'est cette co-construction dont on a parlé à la séance précédente, mais qu'on mène aussi avec les utilisateurs, utilisatrices du système de santé, et tout à fait dans le sens de ce que vous évoquiez. Donc je pense que voilà, je commence à me sentir bien. Voilà, parce que finalement, le digital, ça peut être aussi un moyen pour lutter contre la fracture numérique et la fracture médicale. Parce que finalement, plus le système est utilisé, plus d'un point de vue économique, ça devient intéressant et efficace. C'est bien ça, Lise. Et du coup, alors, quels sont les bénéfices pour les patients et pour les médecins? Aurélie Delphine-Perrine, qui veut prendre le micro? Quels sont les bénéfices pour les patients et quels sont les bénéfices pour les patients et pour les médecins que vous avez pu observer? De notre système en particulier. Exactement, ouais. Très bien. Alors, le bénéfice pour le patient, il est à la fois d'améliorer ce qu'on appelle l'équilibre de son diabète, donc globalement de mieux prendre en charge sa pathologie, et puis, comme je disais tout à l'heure, d'avoir cette meilleure prise en charge avec des contraintes qui vont être diminuées ou en tout cas être modifiées. Donc de manière concrète, ça fait pour un certain nombre de patients des nuits plus calmes parce que moins de variations de glycémie la nuit, donc éventuellement moins d'hypoglycémie qui réveille. Des nuits plus calmes aussi, puis des réveils plus calmes, parce que quand je dis moins de variations, ça veut dire que si la glycémie s'est élevée beaucoup dans la nuit, le matin le patient il se réveille, il est déjà pas satisfait, puis il est physiquement éventuellement pas très confortable. Donc il y a un bénéfice santé direct et puis un bénéfice donc de charge mentale parce que voilà, je vous donnais l'exemple de la réunion tout à l'heure, mais j'ai des moments de ma vie tranquille où je peux réussir un petit peu à extraire le diabète et à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Des bénéfices aussi pour les conjoints, pour les familles en règle générale, parce que très rassurés sur le risque d'hypoglycémie. On parlait de la nuit, donc on imagine très facilement que pour les enfants, les parents dorment mieux, mais pour les adultes, éventuellement, les conjoints dorment mieux. Voilà, et puis un bénéfice comme ça au quotidien sur cette qualité de vie. Pour les patients, je pense qu'il y a aussi un bénéfice qui est lié à l'apprentissage de la gestion de ce système. Et je suis assez convaincue que les patients, quand ils augmentent leurs compétences de soins, c'est extrêmement valorisant, c'est extrêmement enrichissant pour eux. Et ça fait une transition avec le bénéfice pour les soignants, parce que c'est pour nous extrêmement enrichissant de voir le patient améliorer ses propres compétences. Je pense que, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans ce système finalement, c'est d'avoir cet échange-là où, parce que le patient augmente ses compétences, j'augmente les miennes et inversement. Donc là, il y a un cercle vertueux qui est très plaisant, quoi. Je veux dire. Donc ça, c'est un bénéfice, humain, on va dire, pour le soignant. Le bénéfice humain, il est aussi un peu sur le changement. Vous parliez de la relation tout à l'heure, un peu sur le changement relationnel, entre autres parce que les systèmes sont relativement récents. Ça va probablement s'émousser avec le temps, mais les patients, surtout les premiers patients, ils étaient conscients d'être justement les premiers. Donc il y a une relation un peu privilégiée, je pense, qui s'instaure. Voilà. Bon, ça va s'émousser, c'est vraiment parce que c'est le démarrage. Du coup, si on peut faire recirculer le micro, et du coup, alors vous, votre point de vue sur le bénéfice pour les patients et pour les médecins, quel est-il aujourd'hui par rapport à votre retour d'expérience? Pour les professionnels de santé? Oui, le bénéfice, je dirais, pour les patients, c'est que par le biais de l'application et du soin mixte qu'on propose, les études que nous menons déjà depuis 2014 qu'Oviva existe, on a 60 000 patients actifs, qui pour nous actifs veut dire donc qu'on les a vus dans les 3 mois précédents. Les patients en retirent un vrai bénéfice déjà parce qu'on atteint mieux les résultats. Donc on a une meilleure perte de poids sur les études que nous faisons à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. On a également une atteinte des meilleurs résultats d'hémoglobine glyquée pour les patients alors diabétiques et prédiabétiques.
Et ces patients en retirent un vrai bénéfice d'un point de vue de la satisfaction personnelle, de la motivation, de l'encouragement, puisque, comme je le disais, on peut donc échanger avec son diététicien, mais on a aussi d'autres fonctionnalités dans l'application qui sont notamment de pouvoir se fixer ses propres objectifs. Donc on a une interface, le patient, on discute souvent avec lui des objectifs qui sont pertinents pour sa prise en charge et il peut les suivre en temps réel, tous les jours, les valider. Si on a convenu, par exemple, que l'objectif c'était de manger une portion de légumes par repas, imaginons un patient qui mange que des pâtes, du riz, des pommes de terre, des frites, on se dit que l'objectif pour un patient prédiabétique, c'est de dire, bon, l'objectif qu'on a convenu ensemble, c'est de mettre au moins une portion de légumes par repas. Il peut prendre en photo son repas et ça va compter le nombre de portions de légumes qu'il a mangé dans sa journée, dans sa semaine. Donc sur des conseils simples qu'on connaît très bien, de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, l'application Oviva, il y a une intelligence artificielle qui reconnaît les légumes et les fruits. Alors ça compte pas les calories, mais pour le patient, ça reconnaît les légumes et les fruits et ça l'informe du nombre qu'il a consommé sur sa semaine, qui vient renforcer évidemment les conseils plus personnalisés qu'on va donner aux patients en consultation notamment. Et alors, c'est pas gadget parce que du coup, on a vu, il y a déjà des résultats assez probants. Il y a même des premières études qui peuvent montrer qu'il y a des impacts assez forts sur des maladies assez lourdes comme le cancer. Donc, il y a un lien de plus en plus direct qui est établi entre bien manger, équilibrer, et puis son impact sur la santé. Ça, c'est quelque chose que vous commencez à mesurer, suivre. Alors c'est quelque chose dont on est convaincu. On sait aujourd'hui que l'hygiène de vie de manière globale, mais l'alimentation joue un rôle majeur dans la prévention des maladies chroniques notamment. Donc ça on le sait. Après la question c'est comment on va sensibiliser les patients, la population, comment on va les amener à avoir envie de changer de comportement. Parce que c'est très agréable de manger des frites, des nuggets, des burgers. En tout cas, nos patients, ils nous disent clairement bon, les épinards, c'est sympa, mais c'est quand même moins de goût que les frites. Donc, comment on fait changer de comportement sur notamment là, des aliments qui sont peut-être moins... avec une palatabilité qui est moindre, moins de plaisir à en manger, etc. Donc, c'est un vrai défi, en tout cas. Mais les résultats sont là en matière déjà, je pense, de qualité de vie et de nombre d'années passées en bonne santé. Et je pense que nous, on insiste beaucoup sur ça avec les patients parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui rêvent de vivre au-delà de 100 ans. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est éviter d'aller à l'hôpital, éviter d'être affectés par des traitements qui peuvent être lourds, notamment dans le cadre du cancer. Et on a beaucoup d'études qui prouvent évidemment qu'une prise en charge alimentaire permet de réduire l'incidence de cancer de manière globale. Voilà. Oui, donc du coup, un bénéfice qui est probant. Et comment ça se passe alors sur le sujet de la goutte parce que là, pour le coup, on est encore dans un cas un peu différent, parce que là, on lutte contre des croyances. Voilà. Et là, le sujet de l'engagement patient, lui, il est encore plus compliqué que dans d'autres maladies. Voilà, donc en 2 mots pour présenter ApplyGood. ApplyGood, c'est un projet qui a émergé à l'hôpital Lariboisière, qui est un centre expert sur la goutte. Donc il y a 3 centres experts en France, Lille, Rennes et Lariboisière. Et donc il faut savoir que la goutte, c'est une maladie qui est codifiée médicalement depuis très très longtemps. Depuis l'Antiquité, on sait que la goutte existe, on sait la reconnaître. Et aujourd'hui, on sait parfaitement la soigner. On a en France entre 600 et 700 000 patients. Donc une prévalence de 1% de la population. Il faut savoir que cette prévalence est en augmentation partout dans le monde. Si on va aux États-Unis, on est à 6 ou 7%, ce qui est pas rien. Donc et ça c'est lié notamment à des évolutions dans justement les modes de vie, avec la consommation de soda, de viande rouge, d'alcool, comme la bière, qui viennent se rajouter évidemment à une origine, comme vous savez, c'est une maladie génétique. Enfin, je dis comme vous savez, mais en fait, justement, les gens ne savent pas. Et c'est tout le problème avec cette maladie qui n'est pas très sexy, il faut le dire. Pourquoi elle n'est pas sexy? C'est qu'il y a des tas de croyances et de comportements rattachés à ces croyances et qui sont là depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire. Donc on pense qu'il suffit de boire trop, de manger trop gras pour avoir la goutte, alors qu'en fait c'est effectivement une maladie génétique.
et qui est donc effectivement déclenché après par une hyperuricémie qui est poussée par effectivement une consommation parfois un peu trop forte de certains aliments. Voilà, donc maladie avec encore une fois une situation compliquée pour arriver à faire comprendre aux patients ce qui leur arrive vraiment. Beaucoup de patients ne savent même pas que c'est une maladie chronique. On a seulement un tiers des patients qui prennent leur traitement de fond, donc c'est quand même vraiment extrêmement peu, hein. Donc ça veut dire 2/3 des patients qui ne guérissent jamais en fait. Donc une maladie qu'on a à vie et qui a des répercussions assez fortes sur l'organisme, puisque on a une augmentation des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, de problèmes aussi d'insuffisance rénale. Enfin, je vous passe les détails. Je suis pas médecin, j'ai le reste de mon équipe qui est pas là, mais qui elle est médicale. Et donc effectivement, on fait face depuis le début de ce projet à ce questionnement. On a envie d'améliorer la prise en charge qui est faite en médecine de ville, mais comment on fait avec des gens qui finalement ne sont pas éduqués, ne comprennent pas, les médecins qui en général n'ont pas le temps d'expliquer à leurs patients la réalité de leur situation. Et donc pour faire ça, on a effectivement fait un gros travail de fond qui a duré au moins 2 ans, une étude de terrain avec beaucoup d'entretiens en face à face avec des patients chez eux, des observations, on a vu aussi des médecins généralistes évidemment. On a fait des ateliers de co-construction, de co-conception avec les patients. Et c'est ce qui nous a permis de répondre à ces questions. Et donc émerge aujourd'hui donc une application mobile dont on dit modestement, enfin on aimerait qu'elle révolutionne vraiment la prise en charge en France, donc et qu'elle fasse émerger ce problème de santé publique, hein, il faut le dire. Et pour faire ça, on fait 3 choses. Hein. La première chose, c'est qu'on a fait un énorme travail de profilage des patients, donc sur la base d'un modèle psychocomportemental, qui nous a permis vraiment de faire donc des fameux personas, mais très approfondis de patients et de prioriser en fait les attentes et la stratégie qu'on doit proposer de prise en charge à ces patients-là. Et puis on fait aussi un travail de langage médical. On invente un nouveau langage médical, clairement, c'est-à-dire qu'on s'inspire des réseaux sociaux. On va parler avec les patients avec leur langage. Et le 3e point, c'est qu'on fait du social media. On va chercher les patients où ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, ces 3 choses-là qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui, je peux pas répondre. Enfin, sur le bénéfice, vous l'aurez compris, hein, ce qu'on veut, c'est tout simplement que les gens guérissent, qu'ils soient bien pris en charge par leur médecin. Donc, on va leur proposer vraiment un programme personnalisé pour vraiment comprendre ce qui leur arrive. On leur propose des briques d'autonomisation dans la maladie, donc sans impliquer forcément le médecin traitant, parce qu'il a autre chose à faire. On n'est pas sur une maladie mortelle, hein, donc il n'y a pas de système d'alerte qui remonte vers le médecin, mais le médecin peut prendre connaissance de l'évolution du taux d'acide urique de son patient, évidemment, et va pouvoir lui préconiser de temps en temps des conduites à tenir. Et puis on va rajouter toutes sortes de briques sur l'alimentation et on va aussi dépister les comorbidités. On va orienter les patients vers l'hôpital, hein, peut-être faire de la consultation, ça viendra plus tard, mais on espère aussi faire de la consultation experte avec des patients qui sont compliqués à traiter, avec un diabète, voilà. Et donc c'est un peu ça l'idée. De ce projet. À la fois pour le patient et pour les professionnels de santé. Avec des économies, on l'espère aussi global, à la clé pour la société. Et des bénéfices patients. Et alors du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre pourquoi ils ont été chercher Perrine, parce que finalement, dans cette histoire, donc la spécificité de Perrine, c'est que c'est une designer. Donc là, on n'est pas dans la tech, on n'est pas dans le monde médical, mais on est pour le coup au cœur de cette croyance, de cette lutte contre croyance versus science. Et donc le chevalier qui peut entreprendre cette croisade, c'est le designer. Pourquoi ? Alors effectivement, le designer, il a la prétention, j'ai envie de dire, d'être un maillon possible pour faire cette co-construction dont on n'arrête pas de parler depuis hier, hein, si je peux me permettre. Donc c'est vraiment faire le lien entre le terrain, les sciences sociales, donc le fait d'aller chercher de la donnée, de la collecter sur le terrain, donc comprendre qui sont les gens, aussi bien côté équipe de soins
que patients. Hein. Donc des deux côtés, on va essayer de comprendre qui sont les gens. Et pour ça, on a des anthropologues de la santé, on a des sociologues, on a aussi donc des gens qui font de la recherche en design sur le terrain. Et on va faire le lien avec la conception des services. Voilà. Et donc on va être capable de concevoir des parcours en mettant autour de la table, dans une même pièce, on va mettre tout le monde. Donc on va mettre aussi bien les soignants que les patients. Alors c'est pas toujours facile de les mettre dans la même pièce au même moment. On évite de faire ça au début, hein, faut le dire quand même. Mais en fait, on va vraiment pouvoir faire un travail aussi de conception et apporter un cahier des charges beaucoup plus riche à la tech, si j'ose dire, voilà, à l'équipe technique. Et alors, du coup, Lise, donc, ça veut dire que finalement, ces apps, si on tire le fil là qu'on a commencé à tirer, c'est aussi un moyen pour réduire les fractures, mettre plus à l'aise des populations plus larges. Si on prend l'exemple de tout ce qui est sur le dépistage, finalement, ces apps, c'est pas que des trucs de geek, parce qu'on pourrait aussi, en écoutant tous ces experts, avoir cette impression. Le dépistage, c'est aujourd'hui plutôt un truc de gens riches, hein, globalement, d'un point de vue économique. Alors j'ai envie de réagir à beaucoup des choses qui ont été dites précédemment. Allez-y. Mais je répondrai sur le dépistage, parce que ce que vous évoquiez sur le design, je trouve que c'est effectivement ce qui a été dit précédemment aussi, mais sur le design, en fait, à la séance précédente, on parlait plus des préférences des producteurs de soins, qui sont les professionnels de santé. Je proposais un peu d'aller, comme vous le dites, un peu plus loin que le diagnostic sur la co-construction, en imaginant que l'évaluation, au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire pas la mesure des économies avec un S que l'on aura pu générer, mais la mesure des bénéfices, qui est la question que vous avez posée, à laquelle vous répondez. Eh bien, il me semble que si on est en capacité de travailler ensemble, non seulement avec des sociologues, des anthropologues, mais aussi avec des spécialistes de l'évaluation des politiques publiques, ce que l'on essaie de faire à Ospinomix, c'est-à-dire des économistes, mais qui travaillent sur l'évaluation des politiques publiques, on cherche à quantifier les bénéfices bien au-delà des économies qu'on pourra générer. C'est tout le changement de paradigme que j'essaie d'impulser à Ospinomix pour qu'on rentre vraiment dans la photo de manière élégante, on va dire, et sexy, comme vous le disiez. Mais c'est surtout, je pense, que l'évaluation peut mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes dans un avantage qui est de pouvoir quantifier, dans la mesure du possible, avec des techniques de l'économie comportementale et expérimentale, hein, qui s'inspirent beaucoup de la psychologie, et avec des méthodes d'expérimentation en choix discret qu'on utilise aussi à la chaire, de faire en sorte de mesurer ces bénéfices et de passer du puzzle au parcours, c'est-à-dire hiérarchiser l'ensemble de ces interventions pour aller sur celles qui donnent le plus de bénéfices nets, des coûts, mais dans une approche vraiment de bénéfices. Et je pense que de ce point de vue-là, un travail avec les designers, très très précoce, et c'était un des points qu'on évoquait à la séance précédente, c'est-à-dire qu'il faut que ce travail soit fait de manière extrêmement précoce et pas arriver après coup pour dire eh bien combien a-t-on généré d'économies. C'est beaucoup trop tard de le faire à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est anticiper ensemble les bénéfices, designer de façon à être au plus proche des bénéfices que l'on pourra espérer générer. Et pour revenir sur les dépistages qui participent bien sûr de ces questions, eh bien c'est juste une autre illustration d'une grande inefficacité aujourd'hui d'interventions qui sont gratuites, mais qui effectivement ont tendance à bénéficier à des populations qui n'en ont pas nécessairement besoin. Et tout le travail qu'on fait, c'est d'essayer de faire en sorte de redesigner le dépistage pour le rendre finalement plus proche des préférences des patientes et des patients. Mais il s'agit du cancer du col de l'utérus, donc c'est un cancer de la femme souvent pauvre. Et donc, on essaie de faire en sorte de réfléchir à d'autres modalités qui permettront d'augmenter ce dépistage, qui a certes un intérêt à court terme, c'est-à-dire qu'on va utiliser une infrastructure pour un nombre plus important de personnes, donc c'est plus efficace. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'on va rejoindre des populations qui aujourd'hui ne bénéficient pas suffisamment tôt. Et ceci, il semblerait que ça puisse passer, y compris par des méthodes numériques, d'où l'intérêt de poser la question du dépistage. Merci.
Et alors du coup, Nabla, là vous avez beaucoup planché aussi sur quelque chose que je trouvais assez intéressant dans la réflexion, qui est pour mieux servir l'engagement patient. Donc je prends ce point-là comme point d'entrée. Il faut que je m'occupe de libérer du temps du point de vue médical. Oui. Parce que finalement, l'engagement patient, ça reste quelque chose de digital. C'est pas que du digital. On peut avoir toute cette réflexion autour du digital, mais à un moment donné, il faut revenir vers le professionnel de santé, en tout cas si on veut que ça soit durable. Oui. On a imaginé Nabla effectivement comme une complémentarité du soin physique, de la consultation physique. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est vraiment un problème d'accessibilité aux soins. J'ai mis l'exemple en tête, mais quand on veut voir une gynécologue ou un gynécologue, en moyenne, je crois que c'est 60 jours d'attente. Alors qu'en général, quand on veut voir un gynécologue, c'est urgent. Donc je parle de la consultation physique. Quand on souffre d'endométriose, c'est tellement compliqué de mettre un diagnostic sur l'endométriose, de trouver un spécialiste de l'endométriose, d'avoir un rendez-vous, etc., que je crois que la moyenne entre j'ai des symptômes et je suis diagnostiquée comme ayant de l'endométriose, c'est 6 ans. Donc c'est des situations qui montrent et qui illustrent très clairement qu'il y a un problème d'accessibilité aux soins. Et donc la complémentarité qu'il peut y avoir entre le physique et le digital, je pense que c'est une des solutions qui s'offre à nous aujourd'hui pour apporter une solution à ce problème. Et donc comment aujourd'hui le digital peut venir aider le physique, donc ici, les médecins de l'Hôtel Dieu qui sont sans arrêt en consultation, c'est du coup en permettant, en offrant des outils digitaux qui non seulement leur permettent de gagner du temps quand ils ont accès à ces outils, donc ça peut être très simple, leur mettre en face une plateforme web pour gérer des patients à distance, mais aussi faire en sorte que ça soit pas qu'une plateforme web, mais que ça soit une application mobile qui peuvent regarder entre deux consultations. Donc c'est par exemple ce qu'on fait chez Nabla. Sur le digital, donc il y a en général deux leviers qui permettent de rentrer en interaction avec un patient. Le chat ou la téléconsultation vidéo, pour remettre un peu de contexte. Et donc, sur ces deux moyens-là, il y a énormément de façons d'optimiser, encore une fois, l'interaction que le médecin peut avoir avec le patient. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça date d'hier encore, un médecin me disait, je passais 4 minutes à faire le compte-rendu de consultation en téléconsultation, et après à devoir l'envoyer au médecin traitant. Et du coup, on lui a fait essayer le module d'intelligence artificielle qui s'appelle le Speech to Text. On a filmé, donc c'est super intéressant. Et le médecin a gagné 55% de temps de ces 5 minutes. Donc, ça peut paraître pas énorme, 2 minutes et demie, mais quand on fait énormément de téléconsultations, voilà, c'est juste des petits moyens qui illustrent que, en fait, je pense que l'engagement patient, encore une fois, si on n'aide pas les médecins, c'est une équation insoluble, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Les médecins aujourd'hui sont épuisés. On connaît tous la crise aujourd'hui de santé qui est celle-là. Et donc, il faut évidemment, tout le monde en fait a une vision patiente quand on pense à ce sujet-là, mais sans aider les médecins, je pense que l'engagement des patients, elle sera très difficile à craquer, parce que le patient, même s'il pense avoir les clés en allant sur des forums catastrophiques, il faut lui mettre à disposition une équipe médicale qui peut être en mesure de lui répondre quand il en a besoin. Et pour revenir au digital, donc sur l'appli Nabla, donc, mais il y a énormément d'autres applis qui font ça. Le but, c'est de mettre à disposition des patients une équipe médicale pluridisciplinaire qui peut répondre dans les 48 heures. Donc ce qui se passait sur l'application, c'est qu'en général, les professionnels de santé répondaient dans les 2 heures. Mais quand je dis professionnel de santé, c'est pas forcément la gynécologue qui est au bloc et en train d'accoucher. Ça peut être une infirmière, une sage-femme. Il peut y avoir un triage et donc une façon d'organiser la pluridisciplinarité de la prise en charge qui peut venir aider les médecins dans cette boucle digitale qui parfois peut leur sembler infernale. Et en fait, non. Si on organise bien les opérations médicales, donc là, je prends ma casquette de COO, ça veut dire Chief Operation Officer. Donc,
les opérations médicales peuvent être orchestrées de façon à ce que les médecins puissent répondre de la meilleure manière en fonction de leur spécialité sur des canaux digitaux, parce qu'il y a des équipes qui peuvent venir les soutenir et des modèles aussi d'intelligence artificielle qui peuvent venir faire du tri, etc. Donc voilà, encore une fois, j'ai un peu... Donc là, on est un petit peu dans la simplicité, c'est-à-dire où vous faites des choses un peu compliquées, mais finalement rendues assez simples, à la fois pour l'utilisateur et pour le professionnel de santé. Et là, ça nécessite aussi des équipes pluridisciplinaires assez importantes du point de vue des équipes de Nabla pour gérer tout ça. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, l'ambition de Nabla, c'est pas que d'être une application dédiée à la santé des femmes. C'est pas du tout ça l'ambition de Nabla. L'ambition de Nabla, c'est de mettre ces briques technologiques, ces solutions technologiques, ces produits digitaux, ces plateformes digitales à disposition d'autres organisations de santé et du plus grand nombre de médecins possible pour permettre cette relation patient-médecin un petit peu modifiée. Et là, je rejoins 1000 fois toute la problématique du design. En fait, si vous regardez de plus près les plateformes Nabla, tout est fait pour que la prise en main par les médecins soit hyper simple. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé le produit avec des designers, donc ça s'appelle du design product, et donc pour optimiser l'utilisation, l'expérience des professionnels de santé, et que quand vous vous connectiez, ça soit pas l'outil des années 80 qui est catastrophique et en fait on trouve même pas le bouton et qui fait mal à la tête. Et voilà. Et donc sans penser le design, je pense que la prise en main et aussi l'engagement des professionnels de santé dans le digital est impossible. Donc merci d'être dans cette grande aventure avec tout le monde. Et alors, du coup, Aurélie, ça veut dire, par exemple, dans le cas du diabète, on est sur une population qui est quand même plutôt sensible à l'éducation médicale, donc par définition, historiquement, mais c'est pas si simple que ça. Il y a quand même deux catégories de population qui émergent, ceux qui vont vraiment être à l'aise avec tout le système embarqué, puis il y a peut-être aussi des évolutions à faire pour aller encore un peu plus loin, pour embarquer encore plus de monde. Oui, c'est certain. Alors, la population de soignants, déjà, elle est sensible à la question de l'éducation, parce que la prise en charge du diabète passe par ça au quotidien. Donc, voilà, les soignants sont sensibilisés. Et après, effectivement, je rejoins ce que disait le professeur Rochet tout à l'heure, peut-être que finalement, la fracture n'est pas si importante qu'on l'imagine. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement la population qui va être à l'aise avec le système, et ce que nous, on va imaginer à quel patient je vais proposer ce système-là. Et je pense que c'est aussi intéressant de participer à l'éducation des patients pour qu'ils s'approprient ce système-là que nous, de réfléchir à nos propres représentations, nos propres freins à proposer les solutions aux patients. Et ça peut être la solution de ces systèmes de pompe, mais ça peut être les solutions d'application qu'on utilise dans la prise en charge du diabète au quotidien, dans la télésurveillance. Qu'au démarrage, là on commence à avoir plus de recul, mais qu'au démarrage on proposait quand même à des patients qui nous paraissaient connectés sur des préjugés qui sont les nôtres et qui sont vraiment nos biais cognitifs, quoi. Donc je pense que sortir de nos biais cognitifs, sortir de nos préjugés et proposer très largement ces outils-là, c'est évidemment très utile pour les patients en face. C'est satisfaisant pour nous de se rendre compte qu'on est justement sorti de ce carcan un petit peu. Donc je pense qu'il faut sortir de ces préjugés. Et puis après, même une fois qu'on est sorti des préjugés, il va y avoir des patients pour qui c'est plus difficile. Et je pense que c'est un enjeu éthique extrêmement important, qui en tout cas moi me tient à cœur, de ne pas laisser ces patients-là sur le côté, une fois de plus, que ce soit sur ces questions de pompe et de boucles fermées, ou que ce soit sur l'ensemble des solutions digitales qu'on peut leur proposer. Je pense que repenser notre travail d'éducation avec ces patients-là, prendre plus de temps, et effectivement il y a une question de temps, pour prendre plus de temps pour les former et ne pas réserver ces solutions-là aux patients qui nous paraissent les plus formés. Donc là, on reboucle un petit peu la boucle. Je pense que c'est quelque chose qui a été dit par la plupart d'entre vous. C'est qu'au final, il faut quand même retrouver du temps à passer pour expliquer, mettre dans les mains, former. Il y a d'accompagnement dans tout ça. Oui, il y a beaucoup d'accompagnement, il faut du temps et je pense que le digital dans cette question-là, il se met au service de l'humain. C'est du temps qui est réinvesti, je ne sais pas si c'est très joli, mais qui est réinvesti dans l'humain et dans du temps avec les patients. Donc c'est extrêmement important, oui, bien sûr. Alors du coup, il va falloir qu'on aille vers la conclusion. Du coup, je vous propose qu'on démarre par vous, Aurélie.
En fait, ce que vous m'avez dit, c'était quand même quelque chose d'assez fort. C'est que finalement, là, ces applications, c'est presque un nouvel espoir là, sur le sujet du diabète. C'est un mot assez fort quand même. Alors, ces évolutions thérapeutiques, elles sont attendues depuis longtemps par les patients et par les soignants, autant par les uns que par les autres, je pense. Donc effectivement, oui, il y a quelque chose avec beaucoup d'espérance. Après, forcément, c'est pas parfait et il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a l'espoir d'améliorer. C'est tout nouveau, mais il faut déjà penser à l'amélioration, ce qui est déjà fait, pour que ce soit encore plus performant demain. Mais c'est sûr que c'est une étape importante, vraiment, je pense, dans la prise en charge du diabète de type 1. Voilà, ces innovations-là sont vraiment une étape importante. Oui, parce que finalement, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça. Il y a des évolutions, beaucoup d'évolutions thérapeutiques dans la prise en charge du diabète de type 2. Dans la prise en charge du diabète de type 1, il y a des perfectionnements des insulines qu'on a à notre disposition, mais les évolutions thérapeutiques qui sont déjà accessibles aux patients, elles sont surtout effectivement technologiques pour l'instant. Et maintenant, il y a aussi des modèles économiques pour vous aider à mettre en œuvre ces solutions qui commencent à apparaître ? Oui, les modèles économiques, c'est les modèles économiques de la télésurveillance qui sont utilisés pas que par nous. Voilà, c'est les modèles classiques de la télésurveillance. Donc effectivement, cette télésurveillance, elle peut être facturée à la sécurité sociale, tout à fait. Donc voilà, mais on est encore qu'au début de l'histoire. Oui, tout à fait. On est au début de l'histoire, mais en tout cas, c'est déjà une histoire qui est extrêmement intéressante et extrêmement enthousiasmante. Donc du coup, cette notion d'engagement patient est forte parce qu'il y a cette idée d'espoir aussi derrière, de bénéfice patient, bénéfice pour le médecin. Donc il est partagé des deux côtés, mais pour les médecins, c'est si évident que ça, ce bénéfice ? Oui, parce que le patient, il est mieux pris en charge. Donc ça, c'est quand même notre objectif, a priori. Le patient, il est, d'un point de vue physique, d'un point de vue de l'équilibre de son diabète, il est mieux pris en charge. Donc le bénéfice, il est net. L'accompagnement de ce changement, il est extrêmement bénéfique pour nous. Puis ça fait des patients qui vont se présenter avec moins de complications, moins d'hypoglycémie grave, Donc oui, le bénéfice soignant, il est là. Bon du coup, c'est que le début, mais il y a encore une belle histoire à construire, avec un patient qui est plus engagé autour de l'application. Et alors, vous, Virginie, pour vous, le smartphone, c'est l'outil pour massifier. L'outil, pardon, pour massifier. Oui. Oui, notre point de vue chez Oviva, c'est effectivement de passer par ce que les gens ont dans la poche toute la journée maintenant, et donc de donner accès à leur diététicien qui en réalité est du coup pas très loin par le biais du chat, à leur donner accès à du contenu aussi d'information puisqu'on propose des programmes, alors notamment sur le diabète avec des vidéos, des podcasts, qu'est-ce que le diabète, qu'est-ce que la glycémie, qu'est-ce que le glucose, pour l'accompagnement aussi à l'arrêt du tabac, pourquoi on grossit, pourquoi on peut grossir quand on arrête de fumer. Donc on explique aux gens, et ça c'est dans la poche, ils ont leurs objectifs dans la poche, etc. Donc bon, aujourd'hui, on peut avoir quelques limites avec les personnes peut-être de plus de 70 ans, 80 ans, mais ça commence à être quand même beaucoup plus accessible. Et puis surtout, on est convaincus, en tout cas, moi j'ai cette conviction que quand on regarde les enfants, malheureusement, mais surtout les ados et les jeunes adultes qui sont la tête rivée sur leur téléphone à longueur de journée, il y a bon espoir que ce soit un moyen de communication pour se prendre en charge, pour s'informer sur sa santé, sur son hygiène de vie et passer des bonnes informations par ce biais-là. Voilà. Du coup, Perrine, alors du coup, le mot qui est revenu et je trouve qu'il est vraiment intéressant et dont on n'a pas suffisamment peut-être parlé encore jusqu'à aujourd'hui, c'est celui de la co-construction. Je ne parle pas dans cette table ronde, mais en général, c'est la co-construction. C'est ce qui fait que ça va marcher, en fait. Ouais, c'est ce qui fait que ça va marcher, mais il ne faut pas le faire de manière superficielle, de manière comme beaucoup le font. En fait, on pense qu'il suffit de s'asseoir autour de la table pour que ça marche. En fait, non. Une co-construction, c'est pas juste de discuter et chacun donne son avis. C'est pas ça. C'est vraiment un travail qui nécessite d'être construit. D'être préparé, d'être animé, d'être voilà. Et puis pour que ça fonctionne, il faut aussi, il y a des règles quoi. Il y a des règles et il faut s'investir, il faut du temps.
Voilà, il y a des modèles, enfin, il y a des compétences spécifiques pour la co-construction. Et des savoir-faire. Voilà, il y a des savoir-faire, effectivement, chez les designers notamment, mais pas que. Et donc, il ne faut pas oublier ça, quoi. Il y a toutes sortes de choses qui existent pour bien co-construire aujourd'hui, pour le faire dans les règles de l'art, comme on dit. Donc là, on a beaucoup parlé dans le digital de l'engagement de l'internaute, du visiteur, etc. Et là, maintenant, il y a cette idée d'engagement patient qui devient un peu plus claire. Il y a quand même quelques années maintenant de travail sur ces sujets-là. C'est pas un sujet qui a émergé comme ça en 15 jours. Non. Du coup, il faut effectivement du temps pour travailler là-dessus. Mais moi, j'aimerais bien juste revenir sur un point, c'est que vous avez parlé des bénéfices pour les soignants, pour les professionnels, et c'est évident que pour tous les professionnels de santé, il y a des bénéfices à ces applications. Mais le bénéfice patient, en fait, il n'est pas du tout si évident que ça. C'est-à-dire qu'on projette un bénéfice patient, on pense que pour lui c'est génial, il va tout de suite adhérer, mais alors pas du tout en fait. Le patient, pour qu'il adhère, il faut vraiment aller le chercher, quoi. Et j'insiste là-dessus parce que effectivement, quand on a un diabète de type 1, c'est un peu différent parce qu'on est en danger. Mais il y a toutes sortes de maladies, notamment de civilisation, sur lesquelles le patient ne se sent pas forcément en danger. C'est le cas de l'obésité, mais pourtant ça peut être très grave. Et donc, si on veut l'accompagner et si on veut utiliser des applications mobiles, il va falloir se retrousser les manches sérieusement pour qu'il ait envie de faire quelque chose avec cette application mobile et qu'il y ait un impact sur son comportement. C'est le sujet de cet atelier. Et alors du coup, pour Nabla, l'allié, c'est d'embarquer le professionnel de santé. C'est vraiment de lui libérer du temps pour qu'il devienne cet allié dans cette notion d'engagement patient. Il faut pas vraiment travailler l'IA, les parcours, l'interface, etc. Mais finalement, il faut trouver aussi des amis chez les professionnels de santé pour accompagner cet engagement patient. Il ne va pas se faire tout seul. Mais je pense que le prescripteur de l'engagement pour le patient, c'est le médecin. Enfin, quand on a un problème de santé, le plus à même de nous convaincre de changer, d'adopter une nouvelle même routine nutritionnelle, d'adhérer à un traitement, de faire fonctionner sa pompe quand on est diabétique, le plus à même de nous convaincre, et c'est le professionnel de santé, parce que c'est lui l'expert. Donc, moi, je crois vraiment dans la dialectique, pour le coup, patient-médecin, et d'ailleurs, dans la dialectique du maître et de l'élève, parce que le but, c'est qu'après, le patient se libère du médecin et s'autonomise seul, une fois qu'il a compris l'importance. Enfin, déjà, une fois qu'on a capté son attention sur un problème de santé, je suis tout à fait d'accord. Et après, une fois qu'il a intégré la façon dont il fallait qu'il adhère à son traitement, dont il a intégré le comportement qu'il doit tenir en matière d'activité sportive, de nutrition, médicamenteuse, etc. Là, le Graal de l'engagement patient, c'est qu'après, il soit acteur de sa santé sans avoir besoin du médecin. Mais sur certaines pathologies, et je rejoins Élise, il faut mettre l'attention sur les patients qui en ont le plus besoin. Et donc souvent, c'est des problématiques de santé qui sont assez aiguës. Donc voilà, c'était le... Et du coup, Lise, c'est une belle perche tendue. Donc ça veut dire que finalement, ce digital, c'est pas qu'un outil de geek, de gens un peu experts comme ceux que nous représentons aujourd'hui. C'est aussi un bon moyen pour massifier. Et d'ailleurs, on a vu que dans des pays émergents, le smartphone qu'on a dans la poche, c'est devenu un bon vecteur pour diffuser, massifier des solutions, des apps. Donc pourquoi ça ne marcherait pas sur des pays comme les nôtres ? Alors, merci. Ça marche déjà. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se fait dans les pays émergents de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y a un élément qui nous reste à introduire, qui est de dire, bien sûr, on apprend, comme vous le disiez à l'instant, de son médecin, mais on apprend beaucoup et peut-être plus encore de ses pairs. Et on n'a pas parlé, en fait, des pairs. Et donc, je pense que la séance que nous avons eue hier après-midi a montré, en fait, que ce qui compte dans l'engagement patient, c'est bien sûr l'engagement des professionnels, mais c'est aussi la façon dont on est en lien avec d'autres patients qui ont peut-être la même pathologie et qui vont venir renforcer cet engagement. Et je voulais citer une étude d'évaluation économique que nous menons sur un projet en néphrologie,
où on a mis en place, bien sûr, une relation verticale améliorée augmentée, comme le dit Philippe Bravo, mais avec le professionnel, mais aussi et surtout par des jeux sérieux, comme on les appelle, c'est-à-dire des relations horizontales avec des pairs qui sont affectés par la même pathologie, avec lesquels il y a des échanges qui se renforcent mutuellement et qui permet véritablement de renforcer l'engagement patient. Donc je crois que c'est vraiment important qu'on ait cette double dimension à la fois verticale et horizontale. Et en tant qu'économiste, je me préoccupe aussi, bien sûr, de la charge de travail, vous l'évoquiez, et la façon dont on peut la réduire. Il faut aussi qu'on voit qu'on juxtapose tout un ensemble de propositions, de plateformes, mais qu'on est sur de la pluripathologie aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il va y avoir besoin d'une interconnexion entre ces pathologies. Il ne faut pas qu'on soit sur des tubes. Et à la précédente table ronde, en fait, je trouve qu'il y a eu vraiment des propositions qui ont été faites sur la façon dont on peut penser l'ensemble et permettre la communication entre ces différentes dimensions pour réduire la charge de travail, simplifier le travail du médecin et donc permettre un engagement dans ce que j'appellerais pas seulement le service médical rendu. Je ne sais pas si Bernard Castel est toujours là, mais en fait, moi, j'aimerais que, par exemple, dans le projet HTD, on réfléchisse à une autre appellation que le service médical rendu, parce que c'est trop restrictif. Je pense qu'il faut qu'on soit sur un service rendu, peut-être tout simplement, et ça embarque toutes les dimensions du service, le bien-être du patient, le bien-être des professionnels. Et ça, je trouve qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse à la sémantique. En tout cas, merci pour cette superbe table ronde. Je pense qu'il y a pas mal de sujets, de points assez forts, assez marquants qui ont été partagés. Donc merci pour vous être livré à ce retour d'expérience, où là, pour le coup, il y a vraiment des éléments très tangibles et très complémentaires qui ont été partagés. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Je crois qu'il y en a quelques-uns qui étaient prêts à dégainer la main, effectivement, et la prise de micro. Je vous en prie. Bonjour, moi je m'appelle Michel Zerdoux, je suis chirurgien dentiste de formation et patient partenaire en diabétologie à l'hôpital Bichat. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit au niveau de l'échange entre pairs et de cette vision globale et pas que du service médical partagé, rendu plutôt que je partage. Et je voulais demander aux Viva s'ils avaient réfléchi sur une application, effectivement avec les smartphones et tout, que tout le monde a, quels que soient les patients, sur le fait qu'on puisse, avec une photographie de l'assiette, savoir combien de glucides on a dans l'assiette ou éventuellement combien de calories. Et c'est quelque chose qui aiderait beaucoup parce que moi j'anime des ateliers d'éducation thérapeutique où on passe 1 heure, 1 heure et demie à apprendre aux patients le nombre de glucides qu'il y a dans chaque aliment, le calculer, faire des règles de 3, puis après le convertir pour la quantité d'insuline qu'il faut qu'il s'injecte. Alors c'est vrai que la boucle fermée, c'est l'avenir et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Aurélie, enfin, on travaille ensemble, mais il y a quand même 70% de patients qui sont sous multi-injection, qui voudront pas y aller, bon, pourquoi, c'est autre chose, et ceux-là, qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, comme je le disais, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne sait pas calculer la portion de féculents de l'assiette. Par contre, nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas, c'est d'une certaine manière déjà accompagner le patient dans l'évaluation de ses portions, puisqu'on a la photo de l'assiette. Donc ça nous permet quand même, avant on avait le journal de bord, le journal alimentaire, le patient y notait pâtes, viande. Là on a quand même une photo. Donc on a une photo qui nous permet de discuter avec le patient, de le suivre à distance, puisque ce que j'ai peut-être pas dit, mais c'est que tout ce que le patient met dans son appli, on l'a en temps réel si on en a besoin. Voilà. Donc ça permet d'accompagner le patient au quotidien sur chaque repas pour voir s'il a déjà bien tenu compte. Oui, ça j'ai bien compris. Pour l'instant, l'intelligence artificielle ne calcule pas. Mais pourquoi l'intelligence ? Et ma conviction, c'est que si on regarde quand même le progrès dans l'intelligence artificielle, ces dernières années, c'est que ça semble pas non plus lointain et futuriste comme option. Moi, c'est vrai que je pense qu'on pourrait. Pourquoi l'intelligence artificielle, elle arrive à détecter les fractures ?
Pourquoi mon cerveau arrive, si je regarde une assiette, à vous dire, parce qu'il y a eu de l'apprentissage et tout, il y a 100 grammes de pâtes dans mon assiette, et quand on réfléchit au fonctionnement du cerveau et tout ça, je pense qu'une IA pourrait... Alors c'est vrai qu'il ne faut pas des photos, il faut peut-être des vidéos, il faut peut-être une vision 3D, parce qu'il faut qu'il y ait intégré le volume. Mais moi, j'aimerais que des gens se penchent là-dessus et je suis prête à y participer. Et on voit un certain nombre de smartphones commencent à intégrer des capteurs 3D, c'est-à-dire pour analyser l'espace. Il le faut, donc, oui. Du coup, voilà, ça semble assez inéluctable. Donc, je pense que c'est pas un rêve fou, c'est peut-être un rêve qui va se concrétiser. Une autre question ? Oui, une question. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de la fondation Night Scout. Ce sont, en fait, c'est le témoignage que les patients qui sont autonomes en termes de développement, d'une certaine manière, ont créé leurs propres outils. Par contre, où est-ce que le bas blesse? Parce que le problème, c'est que où est-ce que le bas blesse? Parce qu'en fait, le capteur et la pompe ne discutent pas, c'est pas souvent le même fabricant. C'est que derrière, il y a une cession de droit, il y a une cession. Et ça, quelle est la difficulté? Parce que moi, je suis moi-même sur OpenAPS. Le premier capteur que j'ai testé, c'est ici, dans l'unité INSERM du professeur Réac, qui était là-haut il y a 25 ans. Et que finalement, même l'association française des diabétiques n'a considéré que ce n'était pas du confort, le capteur de glycémie en continu, qu'à la sortie du freestyle libre, en gros. Donc c'est vrai que les évolutions, on sent qu'il n'y a pas que le patient, en fait, et que le médecin. Il y a des enjeux commerciaux financiers qui, moi, me dépassent un peu, et donc des enjeux de ces sociétés qui produisent, effectivement, qui ne sont pas les mêmes, qui produisent la pompe, qui produisent le capteur, et qui, éventuellement, vont faire de la rétention de données d'information. Donc, effectivement, c'est une des problématiques massives avec les premiers capteurs, dont le freestyle dont vous parlez. C'est aussi une problématique sur la question digitale de nos plateformes de télésurveillance. Tous ces systèmes-là nécessitent une plateforme de télésurveillance, et tous ces systèmes-là, alors ça commence à s'améliorer, mais sont compatibles chacun, évidemment, avec la plateforme de télésurveillance du fabricant de cette pompe-là, du fabricant de ce capteur-là. Puis alors, le patient comme le soignant, on est noyé voilà. Donc non, il y a des enjeux politiques et commerciaux que je ne vais pas très bien maîtriser, mais qui nous dépassent. Je suis bien d'accord avec vous. Peut-être juste en complément de la réponse qui a été faite, on parlait hier aussi du rôle de l'État et du rôle de chacun. Si l'évaluation dont on a parlé précédemment permet de faire remonter des blocages comme celui-là, de permettre aux décideurs publics de l'identifier, une structure comme la Haute Autorité de Santé peut être en capacité de réfléchir à la façon de faciliter l'interconnexion. Et ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure de service médical rendu et service global rendu. Et je pense que typiquement là, il faut complètement sortir du service médical rendu, parce que avoir 15 appareils qu'on connecte avec Night Scout, voilà, bref, parce que nous-mêmes on est compétents. Enfin, voilà, le service médical il est là, mais le service global il n'est pas forcément présent. Donc effectivement, je pense que réfléchir à changer notre mode d'évaluation, c'est extrêmement important. C'est le sujet de l'évaluation, quelle que soit la thématique d'ailleurs, hein, sur la table à un moment ou à un autre. D'autres questions? Bonjour, je m'appelle Marie Guettier, je suis stagiaire à Hospinomics avec Lise Rocher. Et en fait, alors moi une question, alors déjà merci beaucoup pour votre intervention aussi intéressante que passionnante au final, on a appris beaucoup de choses. Moi, une question qui me taraude, c'est justement de savoir si les professionnels de santé qui sont finalement maintenant confrontés à une énorme pluralité de solutions qui est parfois destinée à une niche de patients, comme par exemple, vous parliez de l'application de la goutte, est-ce que finalement il n'y a pas un danger pour eux de se retrouver au final un petit peu submergés par toutes ces solutions, aussi intéressantes et innovantes soient-elles? Est-ce que vous arrivez à quantifier un peu ce risque et justement à jongler un petit peu avec ça? C'est votre boulot, ouais. Lise, vous voulez apporter un petit élément de réponse? Non. Alors moi, je peux contribuer, mais quelqu'un veut répondre à cette question? Ouais, moi juste du point de vue de la conception de l'expérience du médecin, je pense qu'il est temps effectivement d'arrêter de donner aux médecins des applications mobiles, par exemple, avec des connexions diverses et variées. Il y a eu un atelier hier sur ce sujet qui était très bien.
Donc pas trop d'outils, pas trop d'écrans, etc. Donc il faut faire attention. C'est vraiment un élément à prendre en compte quand on conçoit aujourd'hui un service de ce type. Et il y a des solutions. Je vous dis, nous, par exemple, on n'a pas fait d'application pour le médecin. On a une application patient, mais côté médecin, on a fait autrement. On a inventé quelque chose pour éviter que le médecin se connecte. Voilà, c'est juste. Mais après, c'est à travailler, je pense, avec les médecins. Oui, non, gardez en tête que ça doit effectivement être au service de l'humain. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Ça doit nous être utile et pas nous submerger. Mais effectivement, pour autant, c'est une bonne question, parce qu'il y a des centaines de milliers d'apps dans le bien-être et la santé aujourd'hui. C'est quand même assez difficile de s'y retrouver. C'est là où moi j'ai tendance à penser aussi que le rôle de prescripteur pour le médecin, pour le professionnel de santé, c'est pas que de la prescription de médicaments, de soins, ça va être aussi de plus en plus des prescriptions d'apps pour aider le patient un petit peu à se repérer sur ces centaines de milliers d'applications. Enfin, il y a aussi ce sujet-là qui va, voilà, et d'où l'importance aussi que les médecins eux-mêmes ne soient pas complètement submergés par les centaines de milliers d'applications. Et là, ça rejoint l'introduction de Nicolas Castaldi et aussi de Nicolas Revel hier matin sur l'importance aussi de baliser un peu ce chemin et qu'il y ait des gens au sein de la santé, du monde médical. Il y a l'espace numérique santé qui a un petit peu ce rôle de référencer des apps, et puis c'est aussi un peu le rôle de At Hôtel Dieu ou d'autres organisations que d'appuyer les professionnels de santé, les patients dans ce repérage. Donc c'est à la fois au niveau individuel, patient, médecin, mais aussi probablement au travers d'actions un peu plus globales. Et là, je vois que Lise hoche de la tête, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour votre intervention. Alors moi, c'est très intéressant, je suis ethnologue de formation. Je travaille dans une agence en santé, plutôt innovation, avec des designers. Et j'avais une question sur l'empowerment du patient, avec l'arrivée de toutes ces innovations numériques qui sont super. Moi, je fais beaucoup de terrain, beaucoup d'études auprès des patients pour finalement leur apporter de nouvelles solutions, de nouveaux services. Et on aboutit souvent à des solutions numériques. Mais je m'interrogeais sur, finalement, la place de cette innovation comme facilitateur du parcours de soins et du pouvoir d'agir, mais jusqu'où on va aussi avec l'usage de ces applications pour pas tomber dans le décideur, c'est-à-dire des solutions qui viendraient finalement nous induire des choix qu'on ne souhaite pas forcément, ça rejoignait aussi peut-être ce que vous disiez tout à l'heure sur la décision à qui on prescrit telle ou telle solution. Peut-être qu'il y a des patients aussi qui ne souhaitent pas être décideurs à bénéficier de ces solutions numériques. Voilà. Est-ce que vous avez des... Non, mais le principe même de tout ce qui régit la régulation de la santé, c'est le consentement du patient. Et du coup, il y a toujours des biais cognitifs, on en a un peu parlé, mais je pense que si on n'arrive pas à convaincre le patient, et je dis pas convaincre le patient, capter son attention et après penser que c'est acquis, mais si on n'arrive pas à engager le patient dans la durée, donc on appelle ça en termes marketing la rétention, si on n'arrive pas à l'engager dans la continuité du parcours de soins, il va plus sur l'application. Et en fait, c'est la sentence ultime quand on crée un service qu'on aimerait un peu innovant, qui apporte un bénéfice nouveau. Quelqu'un qui ne revient plus sur une application, c'est que l'application est pas, n'a pas trouvé son marché. Et donc, c'est un autre sujet, mais il y a aussi tout le sujet qu'on n'a pas abordé du financement de ces services. Est-ce que c'est le patient qui paye? Est-ce que c'est les autorités publiques qui payent, la sécurité sociale? Est-ce que c'est les assureurs, etc. Mais ça fait partie de cette problématique de l'engagement patient, parce que faire un service gratuit, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ce ne seront pas ceux qui ne payent pas qui seront les plus engagés. Parfois, il faut payer pour être engagé, parce qu'on voit la valeur, et à la fois faire payer le patient aujourd'hui, en plus de toutes les charges qui lui incombent. Plus on est dans un pays où la santé normalement est faite pour que ceux qui en nécessitent le plus aient un accès favorisé. Enfin,
Voilà, donc j'ai fait un petit laïus, désolé, sur le business model en fait des services digitaux, mais je pense que on n'a pas abordé ce sujet, mais ça fait vraiment partie de la problématique de l'engagement patient. Et encore une fois, le consentement du patient, son aptitude à décider si le service est bien et donc s'il continue d'utiliser, pour moi, c'est ça qui fera que on apporte la réponse ultime à votre problématique. Donc, encore une fois. Et pareil, sur la façon donc, de concevoir l'expérience des applications, l'avenir, c'est vraiment des applications très intelligentes. C'est-à-dire très intelligentes qui comprennent qui est le patient et qui est l'utilisateur et de quoi il a envie et de quoi il n'a pas envie, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on lui demande clairement ce qu'il veut. Et c'est pas juste lui demander au début, c'est peut-être lui le re-questionner régulièrement, lui demander et analyser aussi ses données d'usage, etc. Donc c'est toute une complexité de comportement qu'il faut analyser et il faut s'adapter. Ça peut pas être, on peut pas avoir des applications univoques trop simples, ça marchera plus ça. Enfin moi je pense que c'est pas l'avenir, en tout cas surtout pas sur nos sujets là de maladies chroniques, c'est impossible. Moi je me permettrai de dire, pour rebondir sur votre question, qu'il ne faut pas convaincre le patient, il faut lui proposer une solution et partir de ses besoins. Et en fonction de ses besoins, lui proposer la solution, lui dire qu'est-ce que la solution ou l'application ou l'objet technique peut lui apporter, et après lui laisser le choix. Et pas, c'est pas ce côté je prescris quelque chose, c'est lui laisser le choix d'opter pour cette solution ou d'opter pour une autre solution. Mais de toute façon, dans le digital, il y a toujours cette sentence assez fatale qui est combien de temps est-ce qu'on utilise réellement une app ? Et donc ça, c'est un vrai gros sujet, c'est-à-dire, et on le voit dans les apps de santé comme dans les autres. Donc le patient a quand même beaucoup de pouvoir sur le sujet, c'est-à-dire que malgré tous les efforts de conviction, il peut très vite se lasser et remettre le smartphone dans la poche. Donc c'est une forme de consentement a posteriori et fortement éclairé, ça reste quand même un... Et là, pour le coup, on le sait, hein, les stats le démontrent dans le digital, enfin en tout cas à l'Axel, on a réalisé beaucoup d'études sur le sujet. Les taux d'utilisation des apps sont quand même globalement faibles. C'est biaisé parce qu'il y a des apps qui sont surutilisées, mais globalement, on passe l'essentiel de notre temps sur quelques apps. Et donc ça, on retombe sur ce sujet-là. Il faut imaginer que derrière ces apps, qu'on utilise beaucoup et qui sont très simples, en fait, il y a des milliers de développeurs, de designers, d'informaticiens, d'ethnologues, etc., etc. Et donc, finalement, dans la santé, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi cet effort à faire. Mais je trouve que on l'a plutôt bien ressenti dans cette table ronde. On voit que cette pluridisciplinarité qu'il faut quand même rassembler pour créer cette simplexité, c'est-à-dire arriver à faire des choses qui paraissent très simples, mais en fait qui sont tout sauf simples derrière en termes de conception, etc. Donc ma conviction sur le sujet, c'est qu'au travers de ces centaines de milliers d'applications, il va y avoir beaucoup de phénomènes darwiniens qui va se mettre en place et qui va éliminer aussi beaucoup de solutions. Donc il y a une course à la qualité, etc. Et je trouve que là, le panel représente très très bien cette tendance de fond, en fait. C'est fini les trucs trop simples ou trop simplistes, en fait, pour rejoindre ce que disait... J'ai eu peur que ce soit fini pour de vrai. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une force marketing très importante. Et la relation médecin-patient est une relation particulière sur laquelle des travaux philosophiques, éthiques sont menés. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a-t-il une dimension particulière du soin qui pourrait conduire à une forme de réglementation qui aurait son sens de ce point de vue-là, étant donné la symétrie d'information entre le médecin et son patient. Et il me semble que la meilleure des garanties, c'est cette logique d'un engagement mutuel, finalement, qui permettra, dans le fait qu'on combine à la fois la recommandation par le médecin, mais l'engagement du patient, c'est peut-être la meilleure façon de gérer la vague commerciale et marketing qui va submerger le patient sans qu'il ait la possibilité de faire des choix. Et on a parlé de la labellisation qui sera mise en œuvre, on l'espère, par la Haute Autorité de Santé sur ces sujets. Ça va être quand même très très compliqué parce que ça va très vite, hein, on l'a dit hier. Mais je trouve que c'était important de rappeler qu'on n'est pas juste
dans un service comme un autre, d'une part, du fait de cette asymétrie d'information et de cette relation toute particulière que vous évoquiez, mais aussi du fait qu'il y a une prise en charge, on en parle quand même, par le financement, et qu'il y a donc des choix à faire en matière de financement. Merci Lise. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, une toute dernière question, et avant, merci encore à vous toutes et à l'animateur. Donc vous voyez, la parité n'est pas respectée. Et c'est bien. C'est bien, ça fait du bien. L'engagement des patients est évidemment la clé de la réussite. Et quelle est votre approche à toutes de rattraper des patients qui ne sont pas engagés, comme des patients âgés ou dans un milieu rural, voire des patients qui sont dégagés, précaires, parce que là, finalement, on peut très rapidement tomber dans une certaine autosatisfaction et ne pas prendre en compte certains trous de la raquette qui seront importants si on se place, et c'est important, d'un point de vue de santé publique. Santé publique, donc pour le public et tout le public. Donc voilà, quelle est votre approche pour rattraper des patients qui ne sont pas dans le circuit ? Je pense que la problématique derrière votre question, c'est est-ce qu'on va finalement laisser une place à des acteurs privés là où la puissance publique soigne, et notamment en France, les gens de la même façon, quel que soit leur revenu. Et pour pallier ce risque qui est immense, et personne ne veut en arriver là, sans des collaborations entre le privé et le public, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et donc ma réponse, c'est que des applications digitales, des plateformes digitales, toute innovation digitale, quand elle vient du monde privé, doit absolument bâtir des ponts avec la puissance publique. Ça peut être des partenariats sur des axes de travail, mais ça peut être juste des discussions aussi sur l'orientation du projet en question. Et je pense que ce dialogue à rechercher toujours entre le privé et le public est vraiment nécessaire pour ne pas tomber dans un système de soins où en fait ceux qui n'ont pas accès au digital ne sont pas concernés. Donc je ne sais pas si vous avez une autre... Parce que, pardon... Mais moi, je n'avais pas compris la question comme ça. C'est-à-dire que j'avais compris qu'il y avait des inégalités sociales de santé, entre autres. Pardon d'intervenir. C'est pas un risque, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Mais donc ce fait, il faut l'appréhender et il faut prendre des mesures qui seront importantes pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, ou des idées, des projets que vous portez, pour justement raccrocher le maximum de personnes pour cette, non pas égalité, parce que l'égalité en soi, elle est compliquée, mais une certaine forme d'équité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, moi je vais parler donc pour nous. Nous, on a l'impression, à la Riboisière, avec mon équipe, on a l'impression de faire du service public. On est vraiment très très ancré dans ce travail de santé publique sur la goutte, parce qu'on est les seuls à le faire. Et j'ai pas de réponse pour les gens qui sont pas connectés aujourd'hui. Je pourrais pas vous dire. Il faudrait effectivement un travail beaucoup plus large en termes de santé publique pour être présent sur le terrain auprès des gens qui n'ont pas de téléphone portable, pas de smartphone. En revanche, ce qui est vrai, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on essaye vraiment d'être avec le langage des gens, auprès des gens. Et donc, on a déjà fait d'ailleurs l'expérience d'un podcast de vulgarisation scientifique sur la goutte, qui a eu un certain retentissement. Donc ça, c'était très chouette, avec une podcasteuse. Et on va continuer. On aimerait avoir des influenceurs, on aimerait vraiment être partout. Avec un vrai travail de fond de santé publique pour aller chercher les gens sur cette maladie, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire avec le numérique. Voilà. Après, on peut faire de la communauté. Par exemple, nous, on est sur une pathologie qui n'a pas d'association de patients. Donc là aussi, on a envie de créer une communauté avec notre application, avec notre écosystème, qui est plus qu'une application, nos réseaux sociaux.
notre site internet, etc. Voilà la réponse que je peux vous faire. Je pense que c'est une bonne approche parce qu'il faut dire aussi, il y a très peu de gens maintenant qui n'ont plus de téléphone, mais par contre, l'usage approprié du téléphone qu'ils possèdent nécessite un certain apprentissage et une certaine aide. Et effectivement, vous répondez en ce sens à ce sujet. Merci. Ouais, moi j'apporte juste un complément par rapport à la vue entre guillemets de l'Axel, c'est-à-dire la vue sur les taux d'équipement, etc. On observe quand même que sociologiquement, le smartphone, ça devient un outil qui permet d'embarquer des masses populaires ou qui sont socialement un peu isolées. On va même maintenant, on observe même de plus en plus que les gens sans-abri peuvent avoir un smartphone. Et on avait même l'échange sur des pays pauvres, voilà, qui sont où on observe aussi que les gens s'équipent. Donc c'est déjà un premier moyen de créer du lien social. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve quel que soit le type de population. Et donc l'enjeu, ça revient à ce que vous évoquiez là, finalement. Comment aller chercher, par contre, la population dans les usages qu'elle a de ces outils-là. Et là, effectivement, ça va être plutôt dans les réseaux sociaux, dans tout un ensemble d'espaces plutôt de socialisation. Et là, il faut aller les cueillir là où ils sont et là où ils vont en termes d'usage. Et donc, effectivement, il ne faut pas réduire ça au smartphone, mais bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise ces smartphones et aller là où sont ces usages. Et là, pour le coup, je crois que Perrine, ça, c'était vraiment un des gros sujets de fond des travaux menés, aller jusqu'à intégrer dans quels réseaux sociaux il faut que j'aille cueillir, dans lequel il y a le plus de croyances pour aller combattre ces croyances et prendre l'armure un peu de la science, mais de manière finalement très pédagogique pour pouvoir les ramener sur le chemin de la lutte contre la goutte. J'ai juste une petite remarque. Moi, je suis juste Madame Michu, donc je ne suis pas dans l'univers de la santé, mais je suis une patiente, je suis une femme. Donc, si je vous regarde, je devrais déjà avoir au moins, en ce qui me concerne, 3 applications sur mon téléphone. Et finalement, j'en ai un peu ras-le-bol de tout faire sur un téléphone, de faire du chat, de la visio. À côté de ça, je suis aussi aidante, avec des parents qui ne sont pas du tout digitaux, donc je gère en plus leur pathologie à eux. Quid de tout ce qui peut être une plateforme, j'allais dire plurifonctionnelle, mais téléphonique, des choses, puisque de toute façon, les pathologies, Alors, monsieur, moi je suis comme vous, je suis une fervente admiratrice des API, donc les API, elles permettent tout ça, mais je vois aussi que mon espace santé, les gens ne l'ont pas forcément activé. Et finalement, je me dis, mon espace santé, en tant qu'individu, c'est bien ça qui, pour moi, devrait être la porte d'entrée. Et finalement, on devrait m'accompagner à l'ouvrir et à le déclarer. Et puis en fonction de mes pathologies, me dire tu as telle et telle brique qui te sont proposées. Et finalement, tout devrait être, je suis un peu utopiste, mais finalement, c'est vers ça qu'on devrait certainement aller, puisque si les choses sont bien faites et que les cahiers des charges sont bien faits, la technologie va permettre de dire voilà, toi, en plus de ça, tu as telle et telle pathologie, donc on va aller te prendre telle brique de diététique pour régler tes histoires de diabète, et puis pour régler tes histoires de je ne sais quoi d'autre. Donc, quid de tout ce qui est plutôt un retour au vocal. On parle du digital, du bot, mais il y en a un peu ras-le-bol de tout ça, quoi. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont regardées? Est-ce que c'est des choses qui sont instruites? Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre là-dessus. Non, mais vous avez totalement raison. On a parlé de chat et de téléconsultation, mais les notes vocales, le téléphone, WhatsApp, des réponses automatiques. Je parle pour Nabla, du coup, qui est accessible via SDK et API. Mais tout ça, en fait, c'est ce que je mets dans les interactions digitales et la technologie digitale qui permet de mieux interagir avec les patients. Donc, vous avez totalement raison. Il faut démultiplier les moyens de communication pour s'adapter aux préférences de chacun et personnaliser aussi la relation en fonction des préférences de chacun qui est le préalable de l'engagement des individus. Donc je suis absolument totalement en phase avec votre proposer une solution qui soit une solution multicanale avec une synchronisation de le parcours du patient, qu'on puisse passer d'un canal à l'autre avec une continuité numérique. Donc ces éléments existent, ces modèles métiers et technologiques existent.
banques, chez des opérateurs téléphoniques, Orange, etc. Donc ces modèles, à la fois métiers et technologiques, il faut l'appliquer dans le domaine de la santé, dans la relation patient. Voilà, c'est un cas d'usage candidat à la plateforme, vous l'appelez comment excusez-moi, Hôtel Dieu, je crois. Voilà. Et moi, je trouvais très, très intéressante l'idée d'utiliser finalement le portail dont on dispose aujourd'hui comme outil de prévention et de centralisation et d'aide au choix des bonnes applis. Je trouve que c'était une très bonne idée. Moi, si je permettais de rajouter un point, c'est que c'est un petit peu la logique de l'espace numérique santé. Alors, c'est que le début. C'est-à-dire, on est bien qu'au début de cette histoire-là, mais me semble-t-il, c'est quand même l'état d'esprit, la logique d'aller vers cette centralisation de l'information et d'avoir ces portails qui font un peu le lien, où quand j'emplis une donnée là, on la retrouve là. Alors après, effectivement, il ne faut pas résumer ça à un usage stricto sensu d'une app, mais une approche un peu multicanale, pour reprendre le terme de monsieur. Donc voilà. Alors je ne sais pas si l'appétit commence à être plus puissant que votre envie de poser des questions. Et alors du coup, on peut peut-être conclure cette table ronde et conclure cette matinée avec Nicolas. Voilà, donc je voudrais remercier toutes les intervenantes pour cette séquence passionnante. Merci à vous. Nicolas. Je rassure ceux qui auraient faim, je vais essayer de faire plus court qu'à l'habitude. Tu as 1 heure exactement. Exactement. Et donc à 14h commencera le déjeuner. Non, un petit mot pour, à la fin de cette matinée, et puis à la fin de cette agora, vous remercier d'abord les uns et les autres. C'était quand même un pari que d'organiser cette journée et demie dans un format un peu original, dans un environnement un peu différent. Je pense qu'on peut se dire collectivement que ce pari-là est tenu et réussi. Et il l'est parce que vous êtes venus, vous avez participé aux ateliers, vous êtes souvent restés à l'atelier suivant. Voilà, donc un très grand merci à vous, vraiment. Ça, c'est mon premier point. Après, j'ai un deuxième point de nature un peu publicitaire, mais pour ceux qui souhaiteraient prolonger la présence sur le site de l'Hôtel Dieu, vous avez un peu plus loin, dans le grand couloir vitré de l'aile A, la présentation d'un travail de réflexion et d'immersion qui a été fait par la direction de la stratégie de la transformation de la PHP avec des designers autour de la structuration de l'espace de la consultation de demain. Vous pouvez aller jeter un œil, c'est gratuit évidemment. C'est ouvert à peu près en permanence, en tout cas me semble-t-il. C'est pas dénué d'intérêt et ça recoupe une partie des thématiques abordées ce matin, qui étaient des thématiques autour des questions d'engagement, de comportement et puis de soins. Mon troisième point, c'est de dire que je trouve que ces échanges-là, ils confirment une intuition collective qu'on avait pu avoir, et qui est de dire qu'on arrive bien maintenant au moment où il s'agit de travailler sur le soin au travers du digital. Le soin physique, le soin prolongé, on est en train d'ouvrir un autre espace. La dernière table ronde, mais aussi la première de la matinée, ont bien montré qu'on avait des questions, des possibilités. Et tout l'enjeu aujourd'hui, je trouve, c'est de trouver la bonne méthode collectivement pour tester des choses, les construire avec des formes de partenariat un peu originales, ce qu'on essaie de faire ici. Mais en tout cas, cette intuition-là, elle est confirmée. Et puis on sort de là avec des tonnes d'idées de projets concrets. Alors Michel est une assez bonne génératrice de projets concrets, mais allant de la présence de la glycémie sur la montre connectée jusqu'à cette question de savoir si on est capable de calculer l'index glycémique résultant de tel ou tel repas par photo. Mais au-delà de la plaisanterie, je pense que c'est voilà, la démonstration de l'intérêt de la démarche globale. Et puis après, je finirai par un dernier point ou par un dernier élément qui est juste de se dire aussi que ça, je pense que ça valide aussi, en tout cas ça apporte une forme de confirmation à l'intuition du fait qu'on a besoin de démarches qui ressemblent à celles qu'on essaie de construire ici à l'Hôtel Dieu, dans le cadre du projet dit at Hôtel Dieu, nom habile qui lui a été donné. On a besoin de projets comme ça,
a au moins un double titre. Le premier titre, c'est qu'on a un intérêt, on a besoin, je pense, de se parler, de faire parler les uns et les autres ensemble et de construire des projets ensemble. C'est très bien ressorti de la discussion ce matin. On a besoin aussi de jouer collectif. C'est une de mes obsessions et c'est une obsession qui vient juste du constat qu'on a répété pendant une journée et demie du fait que, un, c'était des questions qui étaient compliquées, deux, qu'elles étaient systématiques, voilà. Et trois, que par ailleurs, la réponse intégrale n'était ni du côté de la sphère publique, ni du côté de la sphère privée. Et donc, il faut qu'on sache construire ce collectif-là. Et c'est ça, je pense, le sens de la démarche qu'on a lancée ici. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à continuer. Le corollaire de ça aussi, c'est que parce que c'est compliqué, parce que c'est des questions de système, il faut penser et réfléchir ce qu'on fait. Penser et réfléchir ce qu'on fait, c'est à la fois avoir une vision médicale ou une vision soignante ou une vision, en tout cas, sanitaire de ces objets. Et quand je dis sanitaire, j'inclus évidemment les patients. Et je trouve que c'est aussi l'une des choses qui ressortent avec le plus grand intérêt des 2 journées qui sont passées. Mais ça veut dire aussi réfléchir aux cadres qui vont avec. On a parlé un peu, grâce à Lise, des cadres économiques. Plusieurs startups ont souligné, ont posé la question à juste titre du point de savoir comment elles arrivaient à se financer, ce qui est une vraie bonne question. Donc on a des questions de modèle économique. On aurait pu aussi évoquer des questions de modèle juridique. On a des vrais sujets de questions de régulation de tout ça. Et puis on a des modèles politiques ou éthiques qui sont des questions qui ont été posées aussi sur ce qui est en train de venir dans un monde où il y a un soin qui se digitalise, où les données circulent, où il y a des questions d'intervention sur les comportements qui sont, je crois, un des horizons majeurs qui est devant nous et sur lesquels on a besoin de réfléchir et de construire des choses. Et c'est pour ça qu'on a essayé de travailler quelque chose qui est le projet À Totel Dieu, qui est à la fois un projet d'innovation et à la fois un projet de recherche, les deux croisés avec le soin. Voilà. Et c'est pas forcément toujours simple à construire ou à gérer, mais je pense qu'on ne peut exclure aucune de ces dimensions. Tout ceci étant dit, voilà, il ne me reste plus qu'à faire 2 choses. La première, enfin 3. D'abord, vous remercier à nouveau, y compris pour votre patience dans cette conclusion. 2, vous donner rendez-vous parce que je pense qu'on va être amené à la fois à réorganiser une agora l'année prochaine. Nicolas Revel a commencé en disant que si c'était un succès, on le referait. Je pense que c'est un succès, donc on le refera. Et puis 3, vous dire que je pense qu'il faut que cette réunion de dans 1 an, on la prépare avec des étapes et on la prépare avec des objets. Et qu'il faut qu'on ait des objets de réflexion intermédiaire. Il y a des projets qu'on peut mener ensemble. Je trouve amusant d'essayer de mener à bien l'opération Michel. Mais il faut aussi qu'on construise ou qu'on poursuive la réflexion. Alors je pense qu'on va y réfléchir avec David et avec tout le monde. Je pense que on a besoin collectivement de se projeter, de dessiner un peu ce qui vient, comment ça peut marcher. Et donc il y a une dimension d'exercice prospective ou de prospective à faire qui doit, je pense, être un cycle de travail un peu long qui nous amènera l'année prochaine, qui aura plein d'étapes au milieu et plein de résultats d'ici là. Et je pense qu'on a besoin de continuer à travailler sur des objets de projection dans le futur, de ce à quoi ressemble le système de santé qu'on construit, ce à quoi ressemble le soin qu'on construit, avec sa dimension comportement, avec sa dimension suivi à distance, avec toutes les questions qu'on pose. Voilà, donc on va y réfléchir un peu, et puis on vous fera des propositions, et puis on vous donne rendez-vous dans 1 an, et voilà. Et merci infiniment à David et Paul pour à la fois les tables rondes de la matinée et pour leur engagement au sein de l'Axel dans le cadre de l'Agora du soin digital. Merci infiniment à tous, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Vous l'aurez bien mérité. Merci.